Jeanne Desoubeaux, Igor Boin, bonjour. 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 Merci de me recevoir au Hall en commun à Rennes pour discuter ensemble de votre opéra paysage itinérant, Carmen de Georges Bizet. Mais avant d'en parler avec vous de manière plus approfondie, intéressons-nous un peu à vous. Igor Boin, vous êtes membre régulier de la compagnie Maurice et les autres depuis sa création en 2015, en tant que directeur musical entre autres. Et cette compagnie, c'est vous qui l'avez créée, Jeanne Desoubeaux. Son nom, Maurice et les autres, est inspiré de votre premier spectacle, L'Enfant et les sortilèges, de Maurice Ravel. Avez-vous un attachement particulier à Maurice Ravel ou ce nom a été choisi en prévision d'autres mises en scène d'opéra? Oui, en fait, Igor Boin est plus que membre régulier. On était ensemble au début de la compagnie et c'est... Au fond, on va tous se dire aujourd'hui, c'est grâce à Igor Boin que je fais de la mise en scène aujourd'hui. Si, quand même. Parce que du coup, en 2014, je crois, Igor, qui dirigeait alors le chœur universitaire d'Assas, m'a demandé de venir filer un coup de main pour mettre en scène ses choristes. Et on a monté avec une bande de solistes qui sont à peu près ceux que vous avez vus dans Carmen hier, L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. Donc premier opéra monté ensemble de manière quand même quasiment totalement autoproduite, mais dans le même esprit de troupe que celui qu'on retrouve dans Carmen aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, petit attachement à Maurice Ravel de ce point de vue-là. Mais sinon, franchement, je crois pas plus que ça. Dans mon souvenir, on avait hésité sur le nom de la compagnie avec entre Maurice et les autres, donc Georges et les autres. Je crois qu'il y avait déjà Georges Bizet, parce qu'on a eu quand même assez tôt l'envie ou l'intuition un jour de monter Carmen. Et puis il y avait aussi Henri et les autres, parce que après L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, on a monté avec ce même chœur Didon est né de Henri Purcell. Et vous avez adapté l'opéra de Bizet à 6 mains. Comment passe-t-on d'un opéra aux multiples interprètes à une partition à 10 interprètes ? Ah, mais ça c'est très intéressant. Comment dire, dans le travail quand même avec Jeanne et avec Jérémy, déjà ça a été un ping-pong quand même permanent sur qu'est-ce qu'on avait envie de raconter avec Carmen et surtout comment on avait envie de le raconter. Et du coup en fait que ça soit l'arrangement musical, que ça soit l'adaptation et même que ça soit oui, la distribution, ça a été vraiment un échange un peu constant et puis on a vraiment fait les choses petit à petit. Au final, on a fait beaucoup de travail préparatoire, que ça soit sur la musique, mais que ça soit aussi sur le théâtre, que ça soit sur plein de choses. Et du coup, ça a favorisé vraiment beaucoup ce travail à 6 mains de pouvoir à chaque fois réfléchir petit à petit avant de se lancer dans les 4 semaines et demie de création qui ont finalisé la création de ce spectacle. Oui, on pourrait dire quelque part que l'avantage du fait de ne pas avoir trop d'argent ou pas avoir d'argent, c'est que du coup on prend son temps pour créer et du coup on a eu le temps de bien y réfléchir en effet. Et puis la particularité aussi de ce que fait Jérémy comme arrangement, c'est qu'il crée vraiment... déjà comme disait Igor, on a beaucoup échangé et la musique se fait pas sans le théâtre. Il n'y a pas d'arrangements qui sont conçus a priori dans une réflexion solitaire de la part de l'arrangeur. C'est plutôt parce qu'on veut dire ça théâtralement que la musique va être arrangée comme ci ou comme ça. Mais surtout, Jérémy, il a quand même la particularité d'écrire aussi vraiment pour les interprètes qui sont là. Et il se trouve que là, au-delà des voix des chanteurs, il y a aussi leur capacité musicale. Igor qui fait du trombone, Jean-Christophe qui fait des percussions et de la trompette, Agathe qui fait du ukulélé, Pauline qui est pianiste et percussionniste. Donc en fait, tout ça, ça donne des idées d'arrangement tout de suite. Et donc du coup, il compose avec ça et pour ça. Et voilà, la distribution, elle était aussi, de passer de jusqu'à 10 personnes, c'était un mélange de la dramaturgie de Carmen qui fait qu'on pouvait garder que ces personnages-là pour suivre. Et évidemment des enjeux aussi de production, on ne pouvait pas non plus être 25 et puis de toute façon c'était pas l'idée. Et puis ces arrangements qui font, un dialogue entre tout ça. Et Jeanne Desoubeaux, vous définissez ce spectacle comme un opéra paysage itinérant. On comprend itinérant, mais est-ce que vous pouvez nous expliciter ce terme d'opéra paysage ? D'où vient-il et quelle est sa signification ? Oui, alors particulièrement à vous, je suis contente de, de l'expliquer, puisque je vole la formule à Alexandre Kouchevski, metteur en scène et auteur breton de la compagnie Lumière d'août, qui a théorisé et qui a même écrit un manifeste sur le théâtre paysage, qui est le théâtre qui se fait à ciel ouvert. Et il a fait, je pense, certains des plus beaux spectacles que j'ai vus de ma vie, Alexandre Kouchevski.
Kuczewski. Et donc le théâtre paysage tel qu'il a théorisé, c'est par rapport au théâtre de rue, c'est comment le paysage est cadré, comment on cadre le regard du spectateur et comment on fait c'est aussi le cas dans la rue, mais comment on fait du hasard, un peu une notion de hasard merveilleux, c'est-à-dire qu'on prend en compte le paysage dans tout ce qu'il a, le passage d'une mouette au moment où il y a un silence, enfin tout ça, et que tout ça on l'incorpore, on le prend avec nous pour le théâtre. Et donc opéra paysage, voilà, c'est un clin d'œil à la fois à Alexandre Kuczewski et puis c'est aussi notre envie depuis toujours avec Maurice et les autres de décaler quand même un petit peu les œuvres lyriques, parce qu'on est très conscient à quel point elles sont ancrées dans l'imaginaire des gens et à juste titre dans un rapport, un imaginaire assez bourgeois, assez privilégié, assez inaccessible. Et donc là, faire Carmen dehors, c'était justement essayer de faire valser un peu tous les a priori de l'opéra pour dire, et même de relever le défi musical, acoustique, de dire on peut faire de l'opéra dehors, ce qui était vraiment pas donné, et on a eu de la chance de pouvoir le faire avec des artistes aussi souples, parce que vraiment c'est pas du tout une évidence. Et est-ce que l'itinérance du spectacle, puisque le public se meut dans 3 espaces différents, était une nécessité par rapport aux indications dans l'opéra de Bizet ? Oui, bah justement, dans l'opéra de Bizet, ce qui est génial avec Carmen, c'est qu'on parle de bohémiens, on suit des bohémiens, des bohémiennes, donc il y avait le rapport du voyage entre les actes. Et dans l'histoire, il y a vraiment un bar, à un moment donné, une guinguette dans l'acte 2. L'acte 1 se passe dans une rue, vraiment, on attend la relève de la garde, enfin tout l'acte 1 se passe comme ça. Et alors nous, on a supprimé un acte, on a supprimé l'acte 3, enfin on a intégré ce qu'on avait envie d'intégrer dans l'acte 3 à l'acte 4, qui se passe du coup dans une arène, mais normalement qui se passe à l'entrée de l'arène. Donc nous, il y a les 2 lieux à la fois, il y a à la fois le dehors et le dedans de l'arène, mais du coup, quasiment tous les lieux de l'opéra original de Carmen de Bizet sont représentés par notre choix de mise en scène. Et du coup, le fait d'être accueilli dans des lieux différents, faut s'adapter sans arrêt, quoi. Oui, alors on fait un gros travail de repérage en amont avec Paul Amiel, qui est le directeur technique de la compagnie, et on est très accompagné par les lieux pour ça. Après, c'est vrai qu'on est à la recherche toujours de 3 lieux qui ont vraiment une ambiance, une esthétique assez singulière, chacun d'entre eux, c'est ce qui nous guide. Après, on est toujours obligé de faire quelques concessions parce que entre l'esthétique qui nous plaît et puis les contraintes acoustiques ou les contraintes de sécurité, bon voilà, on n'a pas toujours un truc idéal, mais ce qui subsiste, c'est l'idée de ce que tu disais, Igor, d'une rue, d'une place publique pour l'acte 1. Donc on cherche toujours une espèce de paysage un petit peu urbain avec un mur, quelque chose qui puisse renvoyer le son. Et on a un acte 2 du coup à la taverne, au bar, qui est une espèce de guinguette beaucoup plus verte, beaucoup plus ouverte, un peu un speakeasy extérieur, quelque chose sur lequel on débarque un lieu un peu à la marge, un peu comme ici en fait, un genre de tiers-lieu. Et puis un acte 3 qui du coup, pour représenter l'arène de la corrida, doit être soit un intérieur, soit un espace assez oppressant, quelque chose qui enferme un peu et qui nous permet de jouer avec cette circularité. Et vous résumez l'histoire de Carmen par ces mots: elle le quitte, il la tue. Est-ce que le parti pris féministe de votre création était déjà présent au moment de l'adaptation musicale ? Bah oui, on en parlait depuis le début. Après, je crois qu'entre le moment où on a eu envie de monter Carmen, donc il y a 10 ans, et aujourd'hui, évidemment, c'est quand même vraiment les grandes années de MeToo. Donc on a été, je pense, très, très, très outillés au fur et à mesure, comme tout le monde, sur ce qu'on était en train d'imaginer. En fait, je pense qu'on n'avait pas, en 2014, on s'est pas dit, ouais, c'est un opéra féministe. Mais il se trouve qu'en avançant, on a pu reprendre, en fait, ça a donné du grain à moudre à notre propos, notamment sur la dimension de l'espace public, puisque entre-temps sont arrivés par exemple les collages féministes, qui sont même dans certains lieux où on a joué des choses qui existaient sur les murs devant lesquels on jouait. Donc en fait tout ça venait quand l'actualité rattrape ce qu'on est en train de faire, c'est génial. Et donc assez vite effectivement on s'est aperçu que c'était brillant cet opéra aussi, parce que encore une fois il s'ouvre sur un harcèlement de rue avec Micaela et Morales, et qui s'achève sur un féminicide. Donc c'est comme un peu une histoire un continuum de violence sur les plus petites agressions jusqu'aux plus graves. Et voilà, bon bah ça c'est pas nous qui l'avons écrit, hein, mais c'était là.
Oui, effectivement, et aussi ce qui nous a porté, avec Jeanne sur tout ce spectacle, c'est qu'effectivement, alors il y a le harcèlement de rue du début, mais dans l'imaginaire collectif et même dans la partition, en fait, Carmen, même s'il y a beaucoup de tension, c'est beaucoup de tubes, beaucoup de musique, d'air célèbres qu'on a dans l'oreille, et même ceux qu'on connaît pas. Bizet, c'est là pour moi, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'opéra. C'est que même des airs qu'on n'a pas forcément à l'oreille, très très vite, on les fait siens. Et même dans la corrida à l'acte 4, alors qu'il y a une tension énorme, la musique est d'une beauté, c'est extraordinaire, et 14 mesures avant la fin se passe le drame, vraiment à la toute fin, c'est-à-dire que Don José tue Carmen, et pour moi l'opéra bascule encore plus dans l'horreur d'un coup, et on avait envie de maintenir à la fois un peu cette tension et cette joie, et de vraiment de couper le public, à couper l'herbe sur le pied, comme dans la partition en fait. Au final, pour nous, ça a été très important de ça aussi. C'est aussi, là j'ouvre une autre parenthèse, mais on avait aussi envie qu'un spectateur d'opéra aussi lambda puisse aussi se retrouver dans ce spectacle. Enfin, pour moi, c'est une des réussites de cette adaptation. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas du tout Carmen va être, je pense, surpris, content, heureuse de vivre ce moment-là. Et quelqu'un qui connaît Carmen, tout autant, je pense. Tout à l'heure, quand on parlait de l'adaptation musicale du tout début, du début du travail, vous parliez de ping-pong. Et une fois que l'adaptation a été faite, le travail de mise en scène arrive et la direction musicale aussi, où ça se fait tout ensemble en même temps. Est-ce qu'il y a des choses qui se créent au plateau ? Ah oui, ça s'est fait vraiment ensemble, hein. Je pense qu'il y a eu un moment donné où on savait la première sortie de résidence à Villefavard dans le Limousin, où c'était quasiment sûr de là où on allait, mais non, je pense qu'il y a vraiment eu jusqu'au bout des échanges et jusqu'au bout des réglages. Voilà. Comme on a été beaucoup en dialogue en amont, quand on a commencé les répétitions, il y avait quand même une partition à arranger qui existait, mais c'était le résultat de semaines et d'années même de dialogue, d'échanges. Et après, il y a aussi qu'on a la chance de travailler avec des interprètes qu'on connaît quand même bien, pour la plupart, voire très bien. Et du coup, il y a pas mal de choses entre nous, ce qu'on a amené le premier jour de répétition qui était sûr, genre les coupes, il y avait plein de choses qui étaient sûres, qui étaient écrites, les ajouts de texte et tout ça, même si tout n'était pas tout à fait réglé, mais après du coup ça se passe quand même pas mal au plateau. Les interprètes sont quand même très force de proposition, ces interprètes-là aussi parce qu'on se connaît très bien, et donc du coup il y a encore eu de la création jusqu'au bout, quoi. C'était assez collectif une fois que l'idée un peu de direction artistique était posée. Au début du spectacle, le personnage de Mercedes dit « Le cinéma nous fait accepter la violence des féminicides à travers la romantisation de ceux-ci ». Est-ce que c'est pour cette raison que le meurtre de Carmen en fin de spectacle n'est pas représenté ? C'était une vraie question, la question de la représentation du meurtre de Carmen. C'est vrai qu'on s'est posé tout de suite la question avec l'intuition, en tout cas pour ma part, que représenter réalistement un meurtre au théâtre, c'est très compliqué, et surtout avec la proximité qu'on offre aux spectateurs, parce que là on est vraiment juste à côté. Et puis surtout, la question qui a guidé le fait de choisir de ne pas représenter, c'est ce qui est le plus percutant. En fait, en général, on peut théoriser des choses, et puis après, il y a ce que le théâtre offre de manière immédiate. Et en fait, le fait de cacher était bien plus percutant, parce qu'en fait, en cachant, on peut entendre les coups. Et donc cette absence d'image était plus percutante, plus puissante et plus violente que la potentialité d'une image. Il y a aussi que la scène de meurtre est écrite extrêmement bien écrite par Bizet, les librettistes, en mettant en parallèle la mise à mort du taureau et la mise à mort de Carmen dans un jeu de coulisses et de zones officielles et de zones officieuses. Et donc du coup on s'est raconté que le taureau aussi était mis à mort de manière cachée, mais ce qui subsiste, ce sont les mains ensanglantées du toréador et puis les mains ensanglantées de Don José. Et ça, c'est pareil, l'évocation en fait est beaucoup plus puissante et beaucoup plus violente de voir des mains en sang que de voir un visage ou des coups faits de manière réaliste. Et c'est vrai que le cinéma, pour le coup, appartient pas du tout au même... on n'a pas du tout les mêmes règles pour le cinéma, évidemment. Et vous avez dit, Jeanne, dans une interview, que ce qui est dingue avec Carmen, c'est que même si on n'a aucune culture opératique, on a déjà la musique en tête. Et est-ce que du coup on peut dire que la deuxième partie, l'acte 2, est vous le faites à plein tube ?
Intéressant. Ah oui, sur le plein tube. Oui, en tout cas, dans l'acte 2, donc, qui se passe chez Lila Spastia, donc chez notre barman favorite, on a eu envie justement d'avoir quand même c'est peut-être l'acte où on s'éloigne le plus de l'opéra, puisqu'on sonorise toutes les voix. On a d'ailleurs, parce que normalement c'est un piano qui nous suit dans l'acte 1 et l'acte 3, et là c'est un filicorda de chez Philips, un synthétiseur des années 70, il me semble, qui a été rendu célèbre par les Doors. Et du coup, notre arrangeur, Jérémy Arcache, et co-directeur musical, avait vraiment envie d'avoir un côté vraiment vieille guinguette des années 70, vieux rad, où on fait la fête. Et du coup, on est vraiment parti dans à la fois ce côté effectivement tube de Carmen, mais tube de bar, où on peut faire danser les gens, taper dans les mains, on joue, on crie. Et puis, et ça, c'était important pour nous d'avoir ce moment-là, je pense, musicalement et théâtralement, pour faire monter aussi le public, et qui fait que le public, à la fin de l'acte 2, il se passe beaucoup de choses aussi pour eux, émotionnellement et musicalement et dans l'énergie, et ils sont très actifs aussi dans l'acte 2, le public, donc ça c'est quand même assez chouette. À l'acte 2, c'est des vrais acteurs-spectateurs en fait. C'est des spectateurs-acteurs. Ils sont vraiment pris à partie comme des clients de la taverne. Sans eux, la taverne n'existe pas. C'est un dispositif qui repose vraiment sur la présence du public. C'est le cas pour chaque acte, mais particulièrement pour celui-ci quand même. Et lors de la troisième partie, on l'a un peu évoqué, il y a un rappel assez régulier de la corrida qui va arriver. Et est-ce que c'est une manière aussi de souligner le drame qui va se jouer ? C'était déjà écrit apparemment. De comparer le personnage de Carmen au taureau dans l'arène, est-ce que c'est ça que vous avez voulu ? Oui, c'est vraiment écrit comme ça. Donc il y a vraiment un côté cynique, en tout cas glaçant de l'écriture là-dessus. Et l'inéluctable est archi présent dans Carmen avec les cartes de tarot. Mais même avant les cartes de tarot, c'est ce que dit Carmen à Don José à l'acte 1 quand elle lui dit mais de toute façon je sais que tu m'aimes. Dis pas non, je m'y connais, c'est déjà trop tard. Je sais que tu es tombé amoureux de moi. Il y a l'histoire du destin, de l'inéluctable est archi présent. Donc c'est pour ça qu'il y a pas, c'est vrai que même sur le meurtre final, il n'y a même pas de spoiler alerte et tout ça, c'est pas trop le sujet. L'issue est connue. Moi, ce que je trouve quand même avec notre choix aussi au début sur certaines phrases que disent dans Mercedes et Frasquita sur justement il faudrait réécrire des drames où il n'y a pas de meurtre. Justement, moi j'ai l'impression que dans le public ça résonne aussi ce moment-là vers la fin et que les gens se disent quand même est-ce qu'elle va mourir ? Est-ce que mais presque tu sais on sort du spectacle. Voilà. Et moi je trouve ça hyper fort qu'elle meure, que le personnage meure, parce que pour moi si Carmen ne meurt pas, je vois pas comment on pourrait raconter Carmen. Enfin, je veux dire, on aurait pu, mais pour moi, on raconterait plus un drame, on raconterait la réussite. Mais on l'évoque quand même. Enfin, du coup, pour moi, ça rajoute aussi. Trouble. Enfin, ça crée un vrai trouble le fait de l'évoquer au début, parce qu'effectivement, on se dit tiens, on va avoir une histoire d'agression ratée. C'est ça qu'on va nous raconter. Et en fait, c'est peut-être notre pessimisme qui parle. Mais non, je crois pas que ce soit du pessimisme. C'est juste qu'on avance à deux niveaux. C'est-à-dire que oui, moi, je suis convaincue qu'il faut commencer à raconter des histoires d'agression ratées et qu'on passe un peu la seconde sur ces histoires-là, mais en même temps revenir toujours à l'essentiel et à la base, et surtout dans des temps, pour relier un peu notre situation politique actuelle, dans des temps aussi menaçants, on sait très bien que les premières choses qui sautent, ce sont les droits des minorités, des femmes en premier, surtout avec un gouvernement d'extrême droite. Donc en fait, rappeler la base, c'est toujours bon à prendre. Ici, dans les Halles en commun, qui est un lieu immense, les fins de phrases chantées ont résonné de manière assez majestueuse pendant le spectacle. Et en tant que directeur musical, est-ce qu'il y a un travail d'adaptation permanent, du coup, suivant les lieux ? Ah oui, bien sûr. Pendant les raccords, à chaque fois qu'on découvre un lieu, on ne peut pas passer, on passe au minimum 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures à vérifier toutes les acoustiques, justement. On change régulièrement la place de nos instrumentistes aussi, parce que en fonction de ça, pour que tout le monde se sente le plus à l'aise possible, même s'il y a toujours un petit peu de difficultés. Mais c'est vrai qu'ici, on s'est retrouvé avec des acoustiques vraiment intéressantes et très très facilitantes, cas pour les voix et les instruments. Et ça, c'est un petit peu la surprise à chaque fois. C'est que des fois, alors, on va avoir des très bonnes acoustiques, mais c'est pas forcément quelque chose de complètement positif, parce que ça peut faire très très vite un peu boogie-boulga sonore, où on perd un peu moins on perd le texte. Et pour nous, c'est très très important qu'on comprenne à chaque fois au maximum tout ce qu'on dit, parce que ça, c'est quand même le principal défaut de l'opéra en français, c'est que des fois, on ne comprend pas le texte. Alors ça s'explique sur la technique vocale,
vocale, il faut passer un gros orchestre. Donc c'est pas une technique vocale, c'est une technique vocale particulière où des fois on sacrifie le texte. Mais nous, on veut surtout pas ça. Donc c'est toujours les questions qu'on fait en raccord et qu'on découvre à chaque fois à la découverte d'un nouveau lieu. Et est-ce que cette volonté de monter des opéras en plein air, c'est une façon d'affirmer et de réaffirmer que l'opéra doit être accessible à toutes et à tous? Ah bah oui, carrément. Bah alors, pour le coup, moi là en ce moment, j'ai eu une sorte d'illumination parce que j'ai la chance de faire beaucoup d'actions culturelles auprès des enfants. Et du coup, à chaque fois que je pose la question, quel est pour vous l'opéra le plus célèbre? La réponse est toujours l'opéra de Paris. Je dis, ah bon? Ou l'opéra de Rennes, ou l'opéra de la ville. Et en fait, du coup, pour les enfants, et c'est vrai, c'est-à-dire que si on parle d'un opéra, la première chose qui vient, c'est le lieu de l'opéra et pas l'histoire, pas le genre en fait de l'opéra. Et du coup, moi, je me dis de plus en plus que le genre opéra, c'est un genre extrêmement vivant, qui a encore plein de choses à raconter vraiment à fond, enfin, et qui est tout aussi vivant que le théâtre, que la danse, que le cirque, que tous les arts. Par contre, le lieu opéra, moi, je suis plus sceptique sur sa place dans notre société. Je pense, Jeanne t'en parlait au tout début de l'interview. Moi, je pense que l'opéra, le lieu opéra est un lieu, on peut dire ce qu'on veut, extrêmement bourgeois. Dans toutes les villes, l'opéra est en plein cœur de ville, majestueux, avec des dorures partout, mais ça correspond à une époque. Hein. C'est un lieu très beau et je veux dire, je veux pas forcément qu'on brûle les opéras, mais en tout cas, pour moi, le genre de l'opéra, c'est très important de le décontextualiser du lieu pour qu'il puisse justement avoir la vie dans la cité et continuer à vivre en dehors du lieu d'opéra. Et d'ailleurs, je pense que le lieu de l'opéra, d'ailleurs, ça commence un peu à être fait, pourrait accueillir aussi d'autres types de spectacles que des opéras, parce que je pense que voilà. Et j'ai lu aussi que vous aviez monté Esmeralda. Oui, alors là c'était un tout autre projet, c'était pas avec la compagnie Maurice et les autres, c'était une production des théâtres des Bouffes du Nord. Mais non, mais c'est pas complètement absurde. Il y a quelques membres qui étaient communs aux deux spectacles, notamment en équipe artistique, technique, costume et tout ça. Et c'était aussi une histoire de femmes qu'on assassine parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont libres. Il y avait pas mal de points communs. Après, c'était vraiment une forme, disons, c'était une forme adaptée aussi de théâtre musical, mais beaucoup plus quand même académique. Enfin voilà, on jouait dans des opéras pour le coup. C'était une petite équipe par rapport à un opéra, par rapport à une équipe d'opéra lambda, mais voilà, c'était une boîte noire avec un décor. Il n'y avait pas tout ce pari qui là, moi, j'avoue, me remplit de joie parce que comme le dit Igor, on est convaincu en fait de l'intérêt que peut avoir l'opéra pour une société. Alors pas de manière plus ou moins qu'un autre art, mais en fait partir du principe que l'opéra c'est du théâtre chanté. Moi je trouve que c'est toujours bien de se redire ça. En fait la comédie musicale, l'opéra c'est bon, voilà, c'est la même famille, et le théâtre chanté, la comédie musicale, c'est des choses qui sont archi populaires parce que la musique ça a cette vertu incroyable de rassembler, voilà, donc voilà, j'ai un peu convaincu du fait que l'opéra ne doit pas mourir dans ses vieilles dorures avec que des bourgeois, ça c'est sûr.